sommes de retour en direct dans cette édition du 9 janvier 2025 du live de TV Finance. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure d'ouvrir notre page économique avec notre invité Christian Parizeau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup Christian d'être avec nous ce matin. Vous êtes président et fondateur d'Altair Economics, avec nous régulièrement pour décortiquer et commenter l'actualité économique brûlante. Aujourd'hui, ce matin, l'actualité, c'est cette bombe qu'a lâchée CNN hier, révélant que Donald Trump, les équipes de Donald Trump réfléchissaient à mettre en place, à déclarer l'état d'urgence économique nationale pour justifier la mise en place de nouveaux tarifs douaniers. Est-ce que les marchés ont eu raison de s'alarmer face à cette nouvelle ? Alors, il y a deux façons de le lire. Les marchés ont toujours été dans l'idée que M. Trump, quoi qu'il arrive, faisait beaucoup de déclarations, mais qu'il n'irait pas jusqu'au bout de ce qu'il dit. Donc ça, c'était un peu le présupposé, et notamment que ces droits de douane, c'était finalement un moyen de négocier des choses et que ça n'allait pas être mis en place réellement. Alors, ce qui fait peur quand même au marché, c'est qu'il y a quand même des éléments qui freinent M. Trump, qui sont déjà les personnes autour de son entourage, parce qu'ils ne veulent pas non plus mettre des droits de douane sur des terres rares, par exemple, importées de Chine, qui ne sont pas produites aux États-Unis. Donc ça serait juste revenir à taxer les industriels américains, donc ça n'a aucun sens. Et donc l'idée, c'était de dire qu'il peut faire des annonces, mais il y a des gens dans son entourage qui vont le modérer. Et ça, c'était un premier article qu'on avait eu où on disait qu'on ferait des hausses un peu ciblées. Et là-dessus, il nous avait fait une déclaration, Trump, en disant « Mais non, moi, je ferai ce que j'ai dit, je vous ai promis que je ferai les droits de douane, je ferai les droits de douane. » Donc, on a eu ce premier élément de rappel. Et là, ce qui a fait peur au marché, c'est qu'il dit « Je vais prendre les pleins pouvoirs, quelque part. Je vais prendre les pleins pouvoirs, donc je pourrais mettre des droits de douane sans recourir au Congrès, donc sans passer par un vote. Donc, il n'y aura pas la frange modérée des Républicains qui pourrait un peu limiter les effets négatifs de sa politique, et on se dit que finalement il est prêt à faire tout et n'importe quoi, donc ça peut faire peur au marché. Alors est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Moi je pense qu'on reste toujours dans la même problématique, c'est-à-dire qu'il est capable d'annoncer des droits de douane, il est capable de les appliquer et après de faire son tour du monde pour essayer de négocier tout ça. Donc je pense qu'on reste dans cette idée-là. Par contre, il faut intégrer maintenant très clairement sur les marchés un risque Trump. C'est-à-dire qu'on est quand même sur les premiers jours de la présidence de Trump sur un vrai risque qui passe des mesures, des décrets. Après il dira en fonction des décrets d'application, on négociera et tout ça, mais il y aura quand même ce risque-là, et ça va créer quand même réellement de l'incertitude de la part de M. Trump. Alors vous parlez d'un risque Trump, certes, ok, mais à la lecture, à l'écoute de sa dernière conférence de presse, qu'on peut qualifier de lunaire, où tous les sujets ont été abordés, à la fois ses désirs expansionnistes, mais aussi certaines idées, un peu de respect de l'environnement. On parle également du budget de l'OTAN, qui devrait être revu à la hausse, notamment parce que les pays européens vont devoir, selon lui, mettre plus de 5% de leur PIB, consacrer plus de 5% de leur PIB au budget de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ces désirs expansionnistes, notamment au Groenland, ça a du sens en fait ou pas? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors c'est là toute la problématique, c'est que c'est un mélange, il est décousu. Donc on mélange un peu tout. Donc on n'y voit pas clair sur ce qu'il veut faire. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une guerre commerciale qui s'ouvre. Je vous prends par exemple, on prend l'exemple du Groenland. C'est intéressant parce que derrière ça, naturellement, à mon avis, il va pas acheter le Groenland, il va pas envoyer l'armée pour occuper le territoire, mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la Chine, depuis décembre, arrête d'exporter des terres rares. La Chine, ils ont été quand même, ils ont vu que ils allaient rentrer dans des négociations assez fortes avec l'administration Trump, et donc ils ont décidé de bloquer les exportations de terres rares, y compris, ce qui est important aussi, c'est que tous les Chinois qui ont des mines dans l'ensemble du monde et qui produisent des terres rares ne vont répondre à Pékin. Et donc, même si c'est pas que les terres rares chinoises qui sont bloquées, c'est aussi les terres rares produites par les miniers chinois, y compris au Groenland, y compris dans d'autres pays. Donc ça c'est important. En fait, et ça veut dire l'approvisionnement des États-Unis. Voilà. Et les États-Unis ont 6 mois de stock à peu près. Voilà. Peu, et donc on a bien compris. Ils l'ont fait en décembre pour se dire, on va avoir un premier trimestre de négociations sévères avec M. Trump et on va montrer à M. Trump que c'est pas tenable ces hausses de droits de douane parce que nous, sinon, on asphyxie son industrie, une partie des activités industrielles américaines par ce blocage sur les terres rares. Alors, naturellement, la réponse de Trump, c'est en gros de dire « allons au Groenland ». Forçons quasiment le Groenland, on va lui tordre le bras en lui disant acceptez des miniers américains, qu'on exploite vos terres rares, et derrière dans les négociations vis-à-vis de la Chine il va dire je me moque que vous me bloquez parce que moi j'ai le Groenland. Donc on sent que c'est un peu une réponse politique, mais derrière ça c'est pas forcément. Alors c'est sûr qu'il a cette façon d'approcher les choses, on se dit il est capable d'emmener des avions là-bas militaires, d'une base militaire américaine, mais c'est vraiment pour faire un contrepoids face
à ces négociations en Chine. Donc, je vous prendrai, moi, je pense que sa sortie sur le Groenland, c'est avant tout une sortie de négociation. Mais ça montre à quel point qu'on va être quand même sur des tensions. Parce qu'on voit que les négociations avec la Chine vont être hyper tendues. Et on voit on sera quand même sur un risque pour l'industrie américaine. Donc, après, si vous avez envie d'investir sur des valeurs américaines industrielles, vous dites quand même, on va être dans 6 mois de tension. Donc, intégrez quand même que quoi que vous pensiez de M. Trump, même si vous vous dites que c'est un élément perturbateur et c'est justement un élément générateur de volatilité, en tout cas, on commence à voir que les gérants américains, qu'on commence à prendre en compte aux États-Unis, le fait que ça a vraiment des impacts très forts et ça représente un vrai risque aujourd'hui d'investissement. Et vous l'avez vu en début d'année, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué un effet TINA quelque part, on n'a pas de route alternative et qu'est-ce qu'on a joué? On a joué les valeurs technologiques dans un premier temps parce qu'on ne savait pas où aller. Et donc on voit que la bourse américaine, là, elle commence à prendre un peu en compte c'est ce risque Trump. Est-ce que Donald Trump, est-ce que là on y reviendra un peu plus tard, mais dans ces cas-là, est-ce que c'est favorable pour les marchés financiers européens? Alors, oui et non, parce que comme toujours, il y a cette problématique de hausse des droits de douane. Alors, ce qu'on a en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de flight to quality vers les États-Unis, parce que, bon, intrinsèquement, les États-Unis, c'est plus de croissance qu'en Europe, et on a encore des indicateurs qui sont trop bons aux États-Unis parce que pour les marchés américains, mais ça on le verra avec les marchés obligataires, mais en tout cas on a des indicateurs encore très positifs aux États-Unis, et en Europe on est encore à court terme pour le moment sur des indicateurs très déprimés. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on est plutôt au creux de l'activité parce que en Europe, parce qu'on pourrait se dire il va y avoir quand même les élections en Allemagne, on va de nouveau avoir de la visibilité politique. En France, on va espérer qu'il y ait un budget au mois de février. Donc on pourrait espérer qu'on atteint le creux, mais on y est encore dans le creux là. On n'est pas du tout sur un signal de reprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même modérer. Les enquêtes sont très mauvaises, exécrables, mais comme toute donnée d'enquête, elles exagèrent la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez certaines enquêtes qui sont à leur plus bas par rapport au Covid, à la période du Covid, il y a une surréaction, mais en partie liée à Trump, liée à ses craintes de taxes. Et puis, je vous mets simplement, vous êtes industriel aujourd'hui. Vous n'avez pas de gouvernement dans pas mal de pays européens. Il n'y a pas de vote de budget en Espagne, en Allemagne, en France. Enfin, oui, c'est quand même compliqué. En Autriche aussi. Donc, vous avez une incertitude politique qui est historique en Europe. Vous avez le risque de hausse de droits de douane et donc vos exportations risquent d'être affectées. Vous coupez vos investissements. C'est pas parce que la BCE baisse ses taux pour l'instant que vous allez investir massivement et vous retardez vos embauches. Donc on est bien sur un coup d'arrêt. Par contre, ça pourrait reprendre très vite. C'est là où je dis qu'il n'y a pas forcément d'éléments. Malgré le fait que l'inflation ressurgisse en Europe. Oui, mais on n'a pas non plus une conjoncture qui permette un rebond durable de l'inflation. On a un taux d'épargne des ménages qui est au plus haut. C'est un vrai problème de confiance, mais on est sur une longue période de sous-investissement en Europe. Finalement, on se dit que si la Chine redémarre un petit peu, si les droits de douane, c'est juste de la volatilité, mais finalement, on arrive à négocier quelque chose avec M. Trump. Donc tout ça fait que l'Europe est une carte à jouer pour l'année 2025. C'est-à-dire qu'on a joué toutes les bonnes nouvelles en 2024 sur les États-Unis et on voit que s'il y a des bonnes nouvelles et s'il y a quelque chose à jouer, c'est plutôt en Europe qu'aux États-Unis. Et pas les marchés émergents, certains parlaient de l'Inde éventuellement. Oui, mais alors moi, ce qui me fait un peu peur sur ces marchés émergents, c'est qu'ils ont quand même la pression du dollar qui reste importante. Ils ont beaucoup moins de flexibilité budgétaire que l'Europe parce que la BCE, elle peut réduire rapidement ses taux. Vous avez vu M. François Villeroy de Gallo qui nous a dit hier qu'on pourrait revenir vers des taux à 2% en Europe à la mi-2025. C'est quand même un gros moteur pour la bourse. Pourquoi prendre un risque sur des marchés émergents? On l'a vu au Brésil, on le voit en Inde. Il y a quand même des risques inflationnistes beaucoup plus importants et beaucoup plus qui pourraient bloquer les politiques monétaires. Et puis, on a ce dollar fort qui reste quand même un élément généralement négatif pour les marchés émergents. Donc, je pense que, en plus, pourquoi prendre un risque émergent lorsqu'on a une telle décote des actifs européens? Donc, on se dit, quitte à prendre un couple rendement risque, autant prendre l'Europe. Donc, moi, je pense que l'Europe est sous-pondérée dans les portefeuilles internationaux. Tout le monde est très noir pour l'Europe. Oui, 2025 sera l'année, à mon avis, des actifs européens. S'il y a quelque chose à jouer. Par contre, c'est le timing. Et pour l'instant, le timing, il n'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas réglé le problème politique en France, en Allemagne. On a M. Trump qui va taper fort dès les premiers jours de sa présidence. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu tôt pour faire ou à moins que vous ayez une vision un peu long terme et pas forcément de trading de très court terme, mais c'est un peu tôt pour y aller. Mais très clairement, s'il y a quelque chose à jouer, c'est l'Europe. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de signal d'amélioration. Pas de signal d'amélioration. On va revenir un petit peu quand même sur l'actualité américaine. Hier ont été publiés
les minutes de la dernière réunion du FOMC qui laissent poindre deux choses. Déjà, que les responsables de la Réserve fédérale américaine sont un peu circonspects, un peu dubitatifs, moins confiants. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que les niveaux d'inflation restent quand même relativement élevés. Ils ne sont pas certains de la trajectoire de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est pareil, c'est cette non-visibilité induite par la politique économique de Donald Trump. Est-ce qu'on peut supposer que la Fed, finalement, ne baisse pas ses taux en 2025 ? Alors oui. Si vous lorsque vous lisez les minutes, ils nous disent, alors il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect incertitude de M. Trump, et ça c'est clairement mis en avant. Alors, ils sont quand même modérés parce que le service économique de la Fed a fait des projections sur l'impact de hausse de tarifs douaniers. Ils disent que ça sera une inflation court terme. C'est pas quelque chose forcément qui va entraîner une boucle prix-salaire, qui va entraîner des tensions durables. Mais ça veut dire que le mouvement de désinflation risque d'être à l'arrêt. Alors on a eu des statistiques d'inflation un peu plus fortes qu'il anticipait, mais surtout ils pensent que ça pourrait relancer un petit peu l'inflation, mais à court terme. Alors ça c'est important quand même parce que à la lecture des minutes, on est quand même sur des membres qui nous disent oui. Le retour de l'inflation vers les 2% peut être retardé, mais ça ne justifiera pas forcément une hausse des taux. Implicitement, ils ne nous le disent pas comme si clairement que je le dis là, mais en gros, le discours était de dire ça retarde seulement, donc ça veut dire qu'on va plutôt attendre et être prudent et marquer une pause. Donc ça, c'est plutôt positif parce que certains commencent à se dire est-ce que la Banque centrale américaine ne devrait pas remonter ses taux en 2025 ? Donc on est même sur l'inverse, on n'est pas du tout sur le fait qu'elle marque une pause. Les marchés commencent à s'inquiéter réellement de cette possibilité-là, même si pour le moment sur les marchés, ce qui est pricé, c'est plutôt une baisse des taux et plutôt à la mi-année. Voilà, donc on n'est pas du tout sur ça, mais globalement, attention quand même, ça peut basculer très vite sur les marchés et se dire elle pourrait remonter ses taux. Donc pour l'instant, c'est pas ce que nous disent les minutes. Les minutes nous disent plutôt statu quo. Après, il y a un autre point qui est important aussi, c'est qu'ils sont quand même sur pas mal de doutes. Ils nous disent on s'est rapproché du fameux taux neutre. Vous savez, un taux qui ne freine pas ni stimule l'économie. Et ils voudraient revenir vers ce taux neutre en tendance. Ils l'ont revu un peu à la hausse. Alors, ils l'ont revu à la hausse et ils disent qu'on est à quelques points de ce taux neutre qui est difficilement observable et que ça veut dire qu'il va falloir être très prudent. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu un effet Trump, on était quand même sur le fait qu'ils allaient être beaucoup plus prudents dans les baisses des taux et qu'ils allaient qui avait plus beaucoup de marge à une baisse des taux parce qu'ils considèrent que le taux neutre a beaucoup remonté et que l'économie américaine est beaucoup moins sensible au taux d'intérêt que par le passé. Donc ça veut dire que grosso modo, quoi qu'il arrive, on va rester sur des taux particulièrement élevés aux États-Unis qui veulent pas du tout revenir à une politique accommodante, au mieux neutre, mais qui le feront très lentement et peut-être qu'en 2026 et pas en 2025. Donc ça vous laisse pas de moteur monétaire pour la bourse américaine, contrairement à l'Europe. C'est exactement. Ça, donc le seul moteur, c'est quoi ? C'est la croissance. C'est la croissance économique américaine. Et il faut surtout pas qu'il y ait de déception sur cette croissance, qu'il y ait surtout des gains de productivité importants, parce que derrière ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle qu'on achète, et donc une croissance essentiellement axée sur des gains de productivité, puisque le marché du travail, il est tendu. Le taux de chômage est très bas. Donc on sait que quoi qu'il arrive, et on le voit, le marché réagit à ça. On a eu quelques chiffres de l'emploi un peu au-dessus des attentes sur ce début d'année, et tout de suite le marché a mal pris ces indicateurs, parce que finalement la croissance, elle ne s'appuiera pas sur la manœuvre. De toute façon, on va pas avoir un solde migratoire très positif cette année, avec éventuellement négatif, ce que souhaiterait M. Trump. Donc, grosso modo, on sait que la population active va être contrainte. Donc, le seul pari aujourd'hui, ça ne sera pas monétaire, ça ne sera pas la croissance de la population active, c'est des gains de productivité énormes qui pourraient être générés par les secteurs autour de l'intelligence artificielle. Vous voyez que le pari est quand même fort, sachant qu'on a déjà bien valorisé aujourd'hui les valeurs autour de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une surprise. Donc, on a déjà intégré une grande partie. Donc, vous voyez que la marge sur l'Europe, sur les États-Unis est relativement faible. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais, sans être négatif sur les États-Unis, ça rejoint l'idée que l'Europe, il y a plus de choses à jouer en Europe qu'aux États-Unis, qui est déjà pas mal intégrée. Et on voit que quand même, on n'aura pas forcément de très bonnes surprises à attendre du côté de la Banque centrale américaine. Au mieux, ça sera un statu quo bienveillant, mais un statu quo quand même. Donc on a plus cet effet de levier en termes de détente. Ça veut dire aussi des taux longs américains durablement élevés. Et c'était ma prochaine question. Est-ce que les niveaux des taux longs américains actuels, 4,70 en gros, c'est un paradigme pour 2025 ? Alors c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est évidemment un problème pour les et ça va le venir. Même si je me permets de vous couper, Christian, il semblerait que pour les économistes comme vous, le taux réellement handicapant pour l'économie américaine, ce serait 5%. On n'y est pas encore, mais
Voilà, on est monté jusqu'à 5,30. Ouais. Mais à 5,30, on avait quand même vu l'économie américaine commencer à réagir. On avait vu l'immobilier. L'immobilier va quand même commencer de nouveau à peser. Alors c'est vrai que ce qu'indique la Banque centrale américaine, c'est que les secteurs sensibles au taux d'intérêt semblent beaucoup moins peser par le passé dans les cycles économiques américains. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi elle a pu remonter ses taux aussi violemment sans forcément qu'on ait eu une récession aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on aurait effectivement une économie américaine, toute chose égale par ailleurs, beaucoup moins sensible au taux d'intérêt. C'est vrai aussi qu'on a eu une certaine déconnexion d'une partie de l'investissement, parce qu'on oublie ça, mais une partie de l'investissement n'a pas ralenti parce qu'on était dans l'euphorie de l'intelligence artificielle. Et on a vu le poids de l'investissement dans l'intelligence artificielle qui a beaucoup monté par rapport au reste de l'investissement. En réalité, voilà, voilà, c'est un peu problématique parce que finalement, on a eu une hausse des taux qui n'a pas du tout freiné l'investissement des entreprises, contrairement à d'habitude. Et par contre, au niveau des ménages, on a bien vu l'effet hausse des taux, tant sur les crédits à la consommation. Là, on a eu des chiffres de crédits à la consommation sur novembre qui étaient exécrables, notamment parce que les ménages, oui, puis surtout les ménages américains, ils réduisent leurs crédits sur leur carte bancaire parce qu'avec des taux d'intérêt à 20%, ça commence à véritablement peser sur leur comportement. Et puis, on voit sur l'immobilier quand même. Et là, l'immobilier peut que rechuter, à mon avis, avec des taux d'intérêt qui ont remonté assez rapidement. Donc, il faut s'attendre aussi à ce ralentissement des taux d'intérêt. C'est pas négligeable. Je pense que le marché ne le prend pas assez en compte pour le moment. Mais c'est vrai, alors, il y a toujours des seuils psychologiques. Alors, quand je dis, je suis d'accord sur le 5%, je pense que le 5% sera un seuil psychologique pour le marché, peut-être pas pour l'économie. 4,75, ça change pas sur l'économie réelle, forcément les choses. Mais marché, au niveau marché, vous pouvez dire que si on atteint les 5% sur le 10 ans américain, vous pouvez quand même réduire largement votre position sur la bourse américaine, parce que je pense que le marché là commence à s'inquiéter et on rentre dans la zone véritablement importante pour les indices américains. Merci Christian, vous êtes très loquace sur ces perspectives 2025 et notamment sur le marché américain que vous nous conseillez plutôt de regarder de loin actuellement. Oui, alors moi je pense même qu'il faut commencer à réduire sa pondération. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas complètement exclure le marché américain, ça reste un marché porteur, ça reste aussi un marché qui a une liquidité et qui a une taille qui impose. Mais aujourd'hui, être à surpondérer sur le marché américain, je ne pense pas. Et revenir peut-être même à légèrement sous-pondéré, c'est quand même une bonne optique, puisque de toute façon, il sera très volatile. Et ça sera une volatilité qu'il faut intégrer dans les cours. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de claques à prendre sur le marché américain que sur le marché européen, à mon avis. Alors, même si sur le marché européen, on a cette même problématique de taux. Les taux longs sont très élevés. Preuve en est, alors je l'induis dans le marché européen, mais le 10 ans britannique a atteint un plus haut de 15 ans hier, c'est gigantesque. Est-ce que cette situation de défiance à l'endroit de l'économie britannique peut se retrouver également à l'endroit de l'économie française? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre deux? Alors oui, c'est intéressant ce qui se passe sur les taux britanniques parce qu'on a l'impression en France qu'on peut dire tout et n'importe quoi sur le budget français. Finalement, les investisseurs continuent de nous prêter. Bon, déjà, on voit que quand même, on a une volatilité du spread, de la prime de risque qu'on exige sur la France qui est assez volatile. Et puis surtout, au moment, ce qui est intéressant sur les taux anglais, on voit que lorsqu'on a perdu la confiance des marchés obligataires, on voit que ça se paye très cher. Ça se paye très cher, d'une part une volatilité, et le 10 ans anglais n'a jamais été aussi volatile. Ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. C'est pas facile de gérer les finances publiques quand vous avez des émissions qui se passent plus ou moins bien et que vous avez une forte volatilité des taux. Et puis, deuxièmement, on voit que les investisseurs ne pardonnent plus rien aujourd'hui aux Anglais, puisqu'on voit que les Anglais, dès qu'il y a une incertitude sur le budget anglais, tout de suite, on a les taux anglais qui s'envolent. Alors, vous allez me dire, oui, mais attention, en Europe, on a la BCE. Donc, c'est pas la même chose. Et on va nous mettre en avant la dette française, c'est la seule grande dette européenne liquide, elle est mieux que l'Italie. Voilà, ok. C'est des éléments. Mais attention, parce que si le jour où vous perdez la confiance, le jour où il y a une crise sévère sur une dette, vous voyez que ça se paye très très largement derrière par beaucoup plus de volatilité. Donc déjà, il ne faut pas jouer au feu avec ça. Déjà, c'est le premier enseignement. Et puis alors, deuxième enseignement, c'est que là, on est quand même dans un signal assez négatif pour les finances publiques, puisque aujourd'hui, vous avez en gros, à très court terme, si je vous fais la photo aujourd'hui, une croissance qui est bloquée en Europe pour des raisons politiques, des taux d'intérêt qui remontent, alors qu'ils ne devraient pas monter, ils devraient plutôt baisser vu la situation économique, et donc ça va alourdir le service de la dette des États. Alors c'est un poison lent, parce que l'État
l'État français refinance pas toute sa dette tous les jours. Donc c'est au moment des refinancements qu'on a cette hausse de cette charge, mais ça veut dire que ça augmente quand même le coût de la dette pour l'État français. Vous avez une croissance qu'à l'arrêt, donc ça veut dire des recettes fiscales qui vont pas augmenter, et donc finalement on est dans une situation, la pire des situations, la charge de la dette qui augmente, pas de croissance économique, donc là vous augmentez assez sensiblement le risque souverain. Donc ça veut dire que quand même, plus que jamais, il faut rester vigilant face à ça. Il faut être crédible sur la politique budgétaire, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en France. On voit quand même, bon, c'est moins problématique en Allemagne ou en Espagne parce qu'il y a quand même des éléments qui soutiennent, mais on voit que le risque politique est aujourd'hui encore très fort sur l'Europe. Et c'est pour ça que je vous disais, on peut espérer que ça avance très vite et qu'on réduise ce risque politique cette année. Je dirais que dans le scénario idéal en Europe, dans les risques politiques, si vous réglez le problème de l'Ukraine, entre guillemets, on verra, mais si au moins il y a un cessez-le-feu en Ukraine, si derrière vous avez le risque politique qui recule en Europe, ça mettra une pression en moins sur la bourse européenne, et là ça vous laissera la place véritablement à une hausse des indices. Okay. Mais c'est à surveiller, et là on est quand même sur un facteur de risque sur les marchés obligataires, et le fait que les marchés européens obligataires soient très corrélés aux marchés américains montre que c'est un mouvement qui est... On devrait avoir une déconnexion, mais on a déjà un écart de taux entre États-Unis et Europe qui est déjà très élevé, et donc on voit qu'on est un peu emporté derrière le marché obligataire américain, et ça par contre c'est un vrai élément de risque et qu'il faut le surveiller dans les prochains mois. Et donc on le surveillera dans les prochains mois. Merci beaucoup Christian Parizeau d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette actualité économique particulièrement dense en ce début d'année. Vous êtes fondateur et président d'Altair Economics et avec nous régulièrement pour éclairer nos lanternes d'un point de vue économique, et je vous en remercie beaucoup. Christian, on marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 9 janvier, et juste après nous ouvrirons notre page politique avec notre invité François Asselineau, avec lequel nous reviendrons sur différents sujets, notamment le décès et la contribution de Jean-Marie Le Pen à la démocratie, à la scène politique française également. Nous l'entendrons sur ses perspectives 2025 dans un univers politique français marqué par des mots très récurrents comme dissolution, censure, démission. On voit ça dans un instant. À tout de suite sur Téléfinance.